Olivier est né en 1960, tout va bien. Son école d'ingénieur centrale Lille, son MBA d'HEC, et comme c'est un bon français, alors ça va parler aux plus vieux, il effectue un truc bizarre qui s'appelle le service militaire, et tu étais dans les sous-marins nucléaires. Est-ce que c'était une formidable aventure, Olivier? Alors c'était une formidable aventure et je peux vous donner quelques secrets Allons-y. la dissuasion nucléaire Le française. code. Alors la grosse différence entre les sous-marins français et les sous-marins américains, c'est qu'à 6 h du matin, les équipages des sous-marins français bénéficient de croissants, de brioches et de petits pains au chocolat, car nous avions à bord un pâtissier. Ah oui. Et ça étonnait beaucoup, évidemment, les marins des autres marines qui venaient nous rencontrer, parce que c'était, eux, les Américains avaient juste des McDonald's ou équivalent, donc c'était une vraie différenciation et une source de motivation pour l'équipage. Bon, et l'apéro à bord des sous-marins, pour rester français, il n'y en avait pas? Un petit peu, pas beaucoup. Pas beaucoup, quoi. Alors ensuite, donc tu rentres, ton premier job, tu es chez Feu Accenture, là, c'était Andersen à l'époque. Un ou deux souvenirs, cette période, c'était une belle aussi une aventure pour toi? Pour un ingénieur, c'était absolument passionnant parce qu'on avait de nombreuses missions dans différentes entreprises. À l'époque, le motto, c'était le just in time. Il ne fallait pas avoir de stock, il fallait travailler en flux tendu. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise, on voit que finalement, c'est pas mal d'avoir un peu de stock. Donc ça permet de mettre à jour ses croyances. Alors, 1995, tu reviens dans le giron familial, donc avec un peu l'historique. L'entreprise a été créée en 1932. C'était tes grands-parents, c'est ça? C'est ça. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé depuis 1932. On a vu avec Vincent qu'il y avait quand même pas mal d'évolutions dans le groupe Martin. Oui, donc j'ai des ma force, en fait, c'est d'avoir eu des grands-parents intelligents. Vous connaissez l'histoire des 3 générations que rappelait Vincent. La première crée, la deuxième développe et la troisième met par terre ce que les 2 précédentes ont eu beaucoup de mal à bâtir. Voilà. Et donc, ils ont créé... mon grand-père avait un doctorat en chimie. Il a travaillé pour l'industrie pharmaceutique et s'est aperçu qu'à l'époque, les dentistes faisaient leur propre préparation près de leur cabinet. C'est eux qui dosaient les produits pour faire les produits pour soigner les patients. Il s'est dit, créons des produits prêts à l'emploi. Et c'était une vraie révolution dans la médecine dentaire, puisque ça permettait aux dentistes d'avoir des produits qui étaient déjà prêts. Ça, c'était en 1932. Donc l'entreprise s'est bien développée jusque dans les années 50 et est devenue une entreprise importante sur le marché français. Mon grand-père est décédé en 1958. Et c'est mon père qui en a pris la suite avec ma grand-mère et qui l'a développé. Alors, contrairement à Vincent, nous, on a fait le pari de l'international. Mon père avait le choix entre rester sur le marché français et devenir plus généraliste, c'est-à-dire de fournir des pâtes dentifrice, des brosses à dents aux citoyens français, ou alors rester sur les produits professionnels et faire le pari de l'international. Donc c'est ça qu'il a choisi. Et l'image de mon père, la vision de mon père, qui est toujours président du conseil de surveillance, c'est un drapeau septonnant dans chaque pays du monde. Et aujourd'hui, donc, tu es présent dans vraiment tous les pays du monde? Alors, à l'exception de la Corée du Nord et du Venezuela, oui. Du Venezuela, quoi. Alors, donc, l'entreprise, donc, elle a grandi et grandi. Aujourd'hui, donc, une résonance qui est mondiale, autour de 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, on fait 365 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1900 salariés. On fait moins de 10% de notre chiffre d'affaires en France. On a 6 usines, donc 2 en France, une au Canada, 2 au Brésil et une en Inde. Mais comme beaucoup de TI familiales, on est en même temps très attaché au territoire français. Et donc le chiffre d'affaires France représente 7% à peu près du chiffre d'affaires global. 7%, tu dis? 7%. 7%, oui. Et pourtant, nous avons 40% de nos actifs industriels et de nos salariés en France, à Saint-Maur-des-Fossés, et puis également dans le Tarn, à Mazamet. Et alors demain, dans le capital, il est aussi verrouillé, il est 100% familial. Là-dessus, il n'y a pas de compromis possible, ça reste chez nous, on n'ouvre pas ni à des fonds, ni à des actionnaires, ni à des salariés. Au contraire, on peut imaginer des choses qui évoluent, où il y a peut-être d'autres formules, Olivier. Alors je crois beaucoup au capitalisme familial. Je pense que c'est très important d'avoir un tissu d'ETI qui maille le territoire français de façon la plus intime possible. Et c'est vrai que si on ouvre le capital, si l'entreprise, si le contrôle n'est plus au sein d'une famille française, mais une société étrangère ou un fonds étranger, un fonds de private equity, la probabilité d'investir en France pour ces sociétés sera beaucoup plus faible, d'où l'importance pour les pouvoirs publics, vraiment de favoriser le développement de ce capitalisme familial. 1900 collaborateurs dans le monde, toi aussi tu as des recrutements pour trouver des talents, selon l'expression consacrée. C'est sous tension, tu arrives à trouver des gens qui se disent « c'est génial, je rêve de bosser chez Septodon ».
Alors non, c'est très, très difficile, hein, c'est dans tous les secteurs pareil, mais ce n'est pas franco-français. En France, c'est plus facile qu'au Canada. Au Canada, il y a 3% de chômage, et là, c'est non seulement difficile de recruter, mais c'est en plus difficile de fidéliser. Donc, il y a toute une action, je dirais, marketing interne. Hein. Il faut vraiment travailler de façon très performante pour arriver à fidéliser ses collaborateurs. Alors, tu es aussi le monsieur ETI du gouvernement depuis 2020. Donc, le président Macron t'a dit, voilà, Olivier, c'est toi qui vas être l'ambassadeur. Alors, on en est où? Ça représente quoi en termes de nombre d'emplois, de nombre d'entreprises, et également de perception? Parce qu'on a une tendance à parler des startups. Alors, quelque part, toi, tu as un vrai métier. Oui. Alors j'ai été nommé effectivement ambassadeur aux EPI en janvier 2020 jusqu'en octobre 2022. Donc maintenant j'ai passé le bâton à un autre ambassadeur. On a été voir un conseiller du président qui nous a reçus, qui ont dit quelles sont vos revendications. On a dit non, on n'a pas de revendications. On appuie l'action du gouvernement, les lois travail, la suppression de l'ISF, la flat tax, très bien, et on voudrait vous aider. Alors le conseiller était étonné parce qu'en général chacun venait avec ses revendications, et c'est ce qui nous a permis de lancer la stratégie Nation ETI. On est parti du constat qu'il y a 5400 ETI en France contre 12 000 en Allemagne, 10 000 en Italie, et que cette insuffisance d'ETI, on peut l'associer à la désindustrialisation du pays. Il y a des territoires entiers où il n'y a plus d'entreprises, contrairement à l'Allemagne, contrairement à d'autres pays. Et l'objectif de ces stratégies de Nation ETI, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait plus d'ETI, pour qu'on rattrape l'écart avec les pays autour. Et donc c'est ça qui a été lancé en 2020. Ensuite, le Covid est arrivé, donc on a assuré un peu l'interface avec ma co-ambassadrice, qui était magistrate de la Cour des comptes, entre les entreprises et les pouvoirs publics. Et voilà, et on a créé un certain nombre, on a contribué à créer les conditions pour qu'il y ait plus d'ETI en France. Alors, les ETI, donc on va le rappeler, c'est au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est borné par 1,2 milliard, donc la fourchette est large. Hein. Et en termes de salariés, entre 250 salariés et 5000 salariés. Comment on fait concrètement pour aider une PME de croissance à arriver soit à un critère, soit à l'autre? Ça veut dire quoi? Que les ETI doivent les aider, que les grands groupes doivent aider? Comment on fait pour pousser, pour arriver au chiffre que tu as annoncé avec l'Italie? L'Italie qui a 10 000 et les Allemands, combien tu dis? 12 000. 12 000. Et c'est quoi la recette spirale? En tout cas, il faut tendre vers quoi, Olivier? Alors, il faut d'abord qu'il y ait des conditions économiques, des conditions qui permettent aux PME de grandir. Donc ça passe par une fiscalité, les lois du Treuil. Il est impératif de pouvoir transmettre les entreprises d'une génération à l'autre à des conditions possibles. Si on veut réindustrialiser le pays, il faut aussi que les coûts de production en France ne soient pas plus élevés qu'en Allemagne, que dans les pays qui nous entourent. Voilà, donc il y a un certain nombre de conditions macroéconomiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement cultivé ce réseau d'ETI. On a créé des clubs ETI régionaux avec donc chacune des régions françaises. Il y a un club qui a un nom d'ailleurs, qui fédère. Il y a un club Île-de-France, il y a un club Nouvelle-Aquitaine. Alors le METI, je salue Alexandre Montet, qui est le délégué général du METI. Très dynamique. Voilà. Un homme pas facile à courtiser. Donc le METI, en fait, a vocation à fédérer l'ensemble des ETI françaises et à interagir avec les pouvoirs publics. Oui. Les clubs ETI, c'est à la fois un club d'échange entre chefs d'entreprise d'un territoire, d'une région, et aussi, depuis la loi NOTRe, le développement économique est dévolu aux régions. Donc on travaille de façon étroite avec les différentes régions. Donc moi-même avec Alexandra Dublanche et Valérie Pécresse, pour développer les ETI au niveau de la région Île-de-France. Et le gouvernement est à fond, là, Bruno Le Maire, le président Macron, ils sont sensibilisés, ils ont vraiment envie d'aider, de supprimer tout ce qui est impôt de production, de se dire on a des petits soucis, on va essayer dans un contexte pas facile, de tendre vers une solution meilleure, on va dire. Alors oui, ils en ont la volonté, il y a encore quand même beaucoup d'obstacles, par exemple la complexité administrative. Là, on a parlé de la loi sur l'activation des sols. Oui. Donc, on a un discours un peu schizophrénique où, d'une part, on dit il faut réindustrialiser, mais par ailleurs, si vous avez un terrain, vous ne pouvez pas bâtir une nouvelle usine. Voilà, donc c'est à toutes ces contradictions qu'il faut faire ça. J'ai une usine au Canada. Le nombre de contraintes qu'on a en France par rapport aux contraintes qu'on a au Canada, c'est sans commune mesure, quoi. Et donc la vraie révolution de simplification administrative, elle reste encore à faire. Tes 3 premiers pays en termes de chiffre d'affaires, quels sont-ils? États-Unis, Allemagne et France. États-Unis et Allemagne, quel âge de la retraite? Alors l'âge de la retraite, il doit être à 67 ans. Enfin, 67 ans encore. En tout cas au Canada, oui. Bon, nous on est dingue à 64, non? Alors oui, et de toute manière, il faudra bien arriver à rééquilibrer les choses. Ceci dit, c'est encore une opportunité pour le gouvernement, pour l'administration, de créer des contraintes supplémentaires, puisqu'on avait l'index égalité homme-femme. Alors bien sûr qu'il faut faciliter
la parité entre les hommes et les femmes. Maintenant, on va avoir un nouvel index à gérer, qui est l'index des seniors. Donc à chaque fois, on rajoute une couche de la complexité administrative. On est obligé d'embaucher des équipes et voilà, il faudra un petit peu fiche la paix aux entreprises si on veut qu'elles prospèrent. Alors, quand on est le représentant, en tout cas tu l'as été pendant 2 ans, on a bien compris que ça s'est arrêté en octobre 2022, des 5400 ETI. Est-ce que ça t'agace qu'on ne parle que des startups? Des trucs valorisés, les licornes, 1 milliard, alors qu'ils font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça t'agace ou pas? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut un écosystème complet. Il faut des start-up. Grâce notamment au président Macron, la France est devenue beaucoup plus favorable aux start-up. Ensuite, il faut qu'elles grandissent. Il faut qu'elles deviennent des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes. Et pour ça, il faut qu'il y ait un écosystème qui permette justement la croissance de ces entreprises. Et c'est vrai que la puissance financière, si on compare les États-Unis ou d'autres pays, avec la France, il y a un delta énorme. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'entreprises très belles qui sont vendues à des groupes étrangers. Et donc, après, l'investissement ne se fait plus en France. Ouais. Tes collaborateurs sont fidèles? C'est-à-dire qu'ils se barrent au bout de 5 minutes quand on donne 1 euro de plus? Ou au contraire, ils se disent qu'il y a une vraie logique de travail, de collaboration, presque un partenariat humain? Alors c'est un travail vraiment important. Au moment du Covid, par exemple, on a fermé notre usine brésilienne parce que l'équipe d'Indesit est fermée. Normalement, on aurait dû licencier le personnel. On l'a gardé, on les a tous gardés, on les a tous payés. Et c'était extrêmement atypique pour une société au Brésil. Et je pense que là, on a vraiment marqué un point et qu'on a fidélisé nos collaborateurs pour de nombreuses années. Et c'est vraiment un travail au quotidien. Il faut aussi vendre l'entreprise en interne et créer les conditions pour que les hommes, les femmes, de toutes origines, qui sont dans l'entreprise, puissent s'épanouir. 360 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ils ont grandi parce qu'ils sont super bons, tes collaborateurs, mais tu as aussi un peu racheté. Donc la croissance externe, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as fait des bêtises en disant j'aurais pas dû l'acheter? Au contraire, tu as 100% de satisfaction? Non, effectivement, la croissance, c'est à la fois la croissance organique et la croissance externe. On a eu la chance de pouvoir acheter l'activité dentaire de Sanofi. Pour Sanofi, c'était vraiment un pouillème. Pour nous, c'était une grosse acquisition. Et voilà, notre croissance, c'est à la fois de la croissance externe, mais également de la croissance organique. On dépense 6-7% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. On a développé des technologies qui permettent de garder des dents vivantes là où les techniques antérieures conduisaient à dévitaliser les dents quand il y avait des caries profondes. Donc voilà, et donc on est fiers aussi de pouvoir faire progresser la médecine dentaire. Et les concurrents, parce que tu n'es quand même pas seul au monde, même si tu as une position dominante, j'allais dire, en tout cas en termes de présence géographique, qui sont tes concurrents? Est-ce que tu vas les acheter ou tu achètes? Alors, on est leader mondial sur ce qu'on appelle le pain management, tout ce qui permet de ne pas avoir mal aux dents quand on va chez le dentiste, mais ça ne représente que 5%. Ça, c'est bien, ça c'est le point, c'est bien, très très bien. Oui. Vous êtes tous clients sans le savoir, mais ça représente que 5% des achats des dentistes. Donc, on est les rois du monde sur 5% du marché. Et sur les 95%, nous avons des positions qui sont beaucoup plus marginales, et notre objectif, c'est de devenir un acteur significatif sur d'autres segments. Le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est patron d'une ETI comme la tienne ou serviteur de l'État? Alors moi j'ai eu la chance donc, de pouvoir bénéficier donc, de cet environnement familial et donc je suis entré avec grand intérêt chez Septodent. Mais c'est vrai que si je n'avais pas eu cette opportunité, moi j'ai toujours été attiré par la chose publique. J'étais content de faire mon service, un service actif, un service militaire actif, et probablement que j'aurais sans doute été peut-être un fonctionnaire si je n'avais pas eu cette opportunité. Dernier livre lu qui t'a plu? Alors, un livre, c'était Alabama 1963. Donc, c'est un livre qui se lit comme un roman policier. Quand on commence à lire, on ne peut pas s'arrêter. C'est passionnant. Et puis, en même temps, ça se passe dans un des États les plus conservateurs des États-Unis, ouais. Au moment où Kennedy passait toutes les lois raciales. Et c'est en même temps un témoignage absolument extraordinaire sur ce qu'étaient les États-Unis, une partie des États-Unis, il y a 60 ans. Donc, je vous le conseille. Coup de cœur, quoi. Oh, oui, absolument. Côté vin, il paraît que tu as un souvenir ému d'une bouteille de Bourgogne, de Vode Romanée, qui évoluait au fil du repas. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'était une très grande expérience. On avait donc pris un menu gastronomique avec beaucoup de plats. Et donc, on a débouché cette bouteille de Vode Romanée pour commencer à accompagner les entrées, les poissons. Et le vin était léger, très, très fruité. Puis, au fur et à mesure du temps, il s'est oxydé, il a pris de l'ampleur. Et puis, on avait l'impression que le vin s'adaptait, je dirais un peu miraculeusement, au fur et à mesure qu'on se rapprochait des viandes, des fromages. Et donc, c'est une expérience dont je me souviens encore. Je ressens encore le goût dans mon palais. Oui, évidemment, la transition environnementale, c'est quelque chose qui est extrêmement qui est important. Là, on parlait d'attractivité, de marque employeur.
Aujourd'hui, dans la génération Z, il y avait un sondage qui disait qu'il n'y a que 20% des jeunes qui pensent que leur entreprise fait assez pour la transition environnementale. Donc chacune de nos usines avait sa propre trajectoire. On a diminué à peu près de 15% l'empreinte carbone l'année dernière. Mais pour mieux coordonner ces efforts, on a engagé un directeur sustainability dont l'objectif, c'est vraiment de coordonner toute l'action au niveau des usines, mais aussi au niveau du packaging et justement de se rapprocher le plus rapidement possible de la neutralité carbone. Et puis on emploie aussi beaucoup d'eau, donc il y a aussi cette partie eau. Et sinon, oui, évidemment, en dehors de aujourd'hui, un cabinet dentaire n'a rien à voir à ce qu'il était il y a 25 ans ou il y a 30 ans. Il y a énormément de digitalisation. Forcément, nous le prenons en compte dans le développement de nos produits, de nos offres aux praticiens. Alors, j'ai une femme très active qui est professeure de droit et nous avons 5 enfants. Donc j'ai cassé le modèle familial puisque je suis fils unique et mon père aussi était fils unique. Donc nous avons 5 enfants. Aucun n'est dans l'entreprise. Ils ont quel âge les enfants ? Alors, ils ont entre 34 et 21. Ah oui, donc ils pourraient être dans la boîte, quoi. Il n'y en a aucun des 5. Alors, il y en a un qui est dans l'advisory board. On a une sorte de conseil d'administration qui siège dans l'advisory board. Et sinon, des réunions régulières pour tenir informé la nouvelle génération de ce que c'est l'entreprise, de nos projets. Et pour l'expliquer aussi qu'en tant qu'actionnaires, ils avaient beaucoup de droits, des opportunités, mais aussi des devoirs, qu'il y avait 2000 familles qui vivaient grâce à l'entreprise. Nous avons une responsabilité aussi au niveau de nos clients. Et donc voilà, c'est cet échange permanent qui fait qu'on veut garder les gènes de Septodon, même si à un moment donné, c'est un CEO, un directeur général extérieur. À partir du moment où on a un actionnariat familial soudé et avec des valeurs fortes, on peut bien sûr garder les valeurs de l'entreprise familiale. Donc un CEO extérieur n'est pas exclu. Pourquoi pas ? Pas du tout. Alors Septodon, pour terminer, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle, ça donne quoi ? Alors, donc nous, aujourd'hui, on a fait 365 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre objectif pour 90 ans. Notre objectif, c'est pour nos 100 ans d'avoir 1 milliard. Ah, quand même voilà. Alors, en continuant à croître sur le marché dentaire. Et on n'a pas parlé du Covid, mais ça a été une grande opportunité pour nous, puisque le gouvernement canadien s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'indépendance, de la capacité locale de remplissage du vaccin, et donc nous a subventionné pour qu'on développe toute une activité de sous-traitance dans le domaine de l'injectable. Donc c'est une usine qui sera opérationnelle en 2025 et qui va nous permettre de sortir, de compléter notre offre dans le dentaire vers une offre dans l'injectable non dentaire en utilisant nos compétences. Donc la croissance sur le marché dentaire et puis cette croissance dans le domaine de l'injectable nous permettra, j'espère, d'arriver à cet objectif. Bon, il devait être génial, il a été. Merci beaucoup Olivier, bravo pour ce beau parcours et cette belle ambition. Bravo.